Ma grand-tante, Miss Betsy Trotwood, s'était sentie mortellement offensée lorsque mon père épousa une jeune fille qui n'avait pas 20 ans, mais elle le fut encore bien davantage quand je vins au monde, et qu'elle apprit que j'étais un garçon, alors qu'elle avait décidé que je devais être une fille. Mon père était mort 6 mois avant ma naissance, et ma petite maman, qui était une ravissante créature, douce et timide, resta seule avec moi et avec notre bonne et brave servante Peggotty. Mes premières années furent heureuses entre ces deux femmes qui m'adoraient. Un jour, Peggotty me dit en m'embrassant: « Dites-moi, David, est-ce que vous n'aimeriez pas venir avec moi passer une quinzaine de jours chez mon frère à Yarmouth? » « Est-ce que ton frère est un homme aimable, Peggotty ?»« Très aimable. Il demeure au bord de la mer où il y a des bateaux, des pêcheurs, la plage. Et mon neveu qui jouera avec vous. » « Je voudrais bien aller là-bas. Mais que dira maman? Que deviendra-t-elle quand nous serons absents? Elle ne peut pas vivre seule, tu sais. » Le lendemain, je partis avec Peggotty. Et quand je revins à la maison, 15 jours plus tard, je trouvai M. Murdstone, que ma mère venait d'épouser. De ce moment, mes malheurs commencèrent. Il fut alors décidé que je serais envoyé en pension à l'institution Salem. Cet endroit ressemblait davantage à un pénitencier qu'à un collège. Les élèves y étaient brutalisés et mal nourris. Un jour, c'était le jour de mon anniversaire. On me fit appeler au parloir et l'on m'annonça l'affreuse nouvelle. Ma jolie, ma douce, ma timide maman était morte. On me ramena à la maison. Nulle affection ne m'y attendait, sauf celle de notre amie Peggotty. Après la disparition de ma maman, la première chose que fit M. Murdstone fut de renvoyer Peggotty, qui d'ailleurs ne serait pas resté volontiers à son service. La seconde fut de me renvoyer et de me placer à Londres comme commis dans la maison Murdstone et Greenbees, qui faisait le commerce en gros des vins et des alcools. Je n'avais que 10 ans. Au bout d'un certain temps, comme je ne possédais pas la nature résignée de ma mère, j'en eus assez de la vie que je menais à Londres. Et je décidai de me sauver et d'aller trouver ma tante Miss Trotwood. Je trouvai la vieille dame dans son jardin, un mouchoir noué sur sa tête par-dessus son bonnet, et portant serré autour de sa taille un grand tablier de jardinier. Elle tenait à la main un long couteau qui lui servait à gratter la terre. Elle leva la tête et m'aperçut. « Allez, pchit! Pchit! Allez, allez-vous-en! Allez-vous-en, pas de garçon ici! » « Excusez-moi, madame. Excusez-moi, ma tante. »« Quoi? » ?»« S'il vous plaît, je suis votre neveu. »« Bonté divine! Mon neveu? » Je suis David Copperfield, de Blunderstone, où vous êtes venu le soir où je suis née. Ma maman est morte, et depuis, j'ai été très malheureux. Oh, bonté divine! Mais il va s'évanouir! Oh, Jeannette! Jeannette, venez m'aider à transporter cet enfant dans la maison. Ah, allons. Ah, il revient un peu à lui. Là, Jeannette, posons-le sur le sofa. Là. Ah, Jeannette, montez vite chez Monsieur Dick et dites-lui de venir ici tout de suite, hein? Tenez. Allons, buvez, mon enfant. Tenez, buvez cela. Là. Ah, Monsieur Dick n'est pas encore là. Le voici. Ah, bonjour, Monsieur Dick. Écoutez-moi et tâchez de ne pas être trop stupide, quoi que vous puissiez être d'habitude. Monsieur Dick, vous m'avez entendu parler de David Copperfield. Allons, voyons, vous vous souvenez bien. David Copperfield? Oui. David Copperfield. Oui. Oui, bien sûr, David. Ah, mais certainement. Ah, bon. Eh bien, cet enfant est son fils. Il lui ressemblerait étrangement s'il ne ressemblait pas encore davantage à sa mère. Ainsi, c'est le fils de David. Mais oui. Dites-moi, Monsieur Dick, qu'est-ce que je vais faire de lui? Si j'étais vous... je commencerai par le débarbouiller. Ah, Jeannette, Monsieur Dick a raison. Préparez un bain. Ah, maintenant, Monsieur Dick, je vais vous poser une autre question. Quand il sera baigné, qu'est-ce que je ferai du fils de David? Si j'étais vous,
Je le mettrai au lit. Ah, très bien. Jeannette, monsieur Dick a raison. Préparez un lit. On me fit monter dans une chambre située tout en haut de la maison. De la fenêtre, on voyait la mer. Cette nuit-là, je m'endormis paisiblement, dans un lit blanc entouré de rideaux de mousseline blanche. Le lendemain matin, ma tante m'envoya chez Monsieur Dick pour lui faire une commission. Je le trouvai en train d'écrire avec une longue plume d'oie. Quand j'entrai, il posa sa plume. Avez-vous été à l'école? Un peu, monsieur. Savez-vous à quelle date le roi Charles Ier d'Angleterre a été décapité? Je crois que c'est en l'année 1649. Oui, c'est ce qu'affirment les livres, mais il n'est pas certain qu'ils aient raison. Hein, mon enfant, il est bien difficile d'écrire l'histoire. Miss Betsy, à laquelle j'avais fait le récit détaillé de ma triste existence, s'occupa de mon éducation. Ah, dis-moi, Trot, est-ce que tu aimerais aller à l'école de Canterbury? Oh oui, ma tante. Bien. Eh bien, nous irons demain matin chez Monsieur Wickfield. C'est le directeur de l'école? Ah non, c'est mon notaire. Mais il m'indiquera une bonne école pour toi, Trot. Et c'est ainsi que je fis connaissance d'Agnès, la fille de Monsieur Wickfield. Le notaire était veuf, et c'était sa fille, qui avait à peu près mon âge, qui tenait chez lui le rôle de maîtresse de maison. La première fois que je la vis, elle était dans le salon à attendre son père qu'un client retenait à son étude. Elle s'avança vers moi en souriant. Eh bien, David, est-ce que tu es content d'aller à l'école? Bien sûr. Mais toi, tu n'es jamais allé à l'école? Aussi, tous les jours. Comment? Tu veux dire que tu étudies chaque jour ici, chez toi? Oui. Vois-tu, papa ne peut pas me laisser partir. Il faut qu'il trouve sa petite maîtresse de maison chez lui quand il rentre. Ton père t'adore, n'est-ce pas? Oh oui. Ma maman est morte quand je suis née. Je ne l'ai jamais connue. Tu as vu son portrait en bas, dans le vestibule? Oui. Tu trouves que je lui ressemble? Beaucoup. Papa le dit aussi. Ah, j'entends papa. Sa petite figure s'éclaira. Agnès devint l'inséparable compagne de mes jeux. Et le temps passa si vite que je m'en aperçus à peine. Parce que j'étais heureux, je devins meilleur. Un jour, je découvris que je n'étais plus un enfant. Ma tante n'avait cessé de m'entourer de sa tendresse vigilante et un peu bourrue. Lorsque j'épousai la ravissante Dora, j'étais très amoureux de cette femme enfant, mais sa puérilité devant les petits incidents de la vie quotidienne m'impatientait parfois. Ma tante l'avait surnommée Petite Fleur. N'oublie pas, Trot, que Petite Fleur est une fleur très délicate et que le vent doit être très gentil avec elle. Mais ma tante, vous devriez pourtant lui faire comprendre qu'elle doit être plus raisonnable. Moi? Lui parler? Jamais de la vie. Elle avait raison, tante Betsy. Le vent fut trop brutal avec Petite Fleur. Il la brisa. Il y eut pour moi bien des jours de tristesse, mais la grande roue de l'existence qui tourne pour chacun de nous s'arrête, tantôt sur des heures sombres, tantôt sur des heures ensoleillées. Vint enfin le moment où la grande roue s'arrêta sur une image pleine de lumière, et dans cette image, j'aperçus Agnès. Agnès, l'amie de mon enfance, de mon adolescence. L'amie qui s'était toujours réjouie de mon bonheur, l'amie qui s'était toujours trouvée à mes côtés pour pleurer avec moi dans l'adversité. Et je compris que c'était elle que j'avais toujours aimée. Je la pris par la main, et je l'entraînai chez ma tante. Bonté divine. Trot, qui donc amènes-tu à la maison? Agnès, comme vous le voyez, ma tante. Oh, bonté divine. Mes enfants, avez-vous été assez sots pendant longtemps? Allons, embrassez-moi. Monsieur Dick, descendez vite, nous avons quelque chose à vous demander. Monsieur Dick descendit, et à sa stupéfaction, Miss Betsy Trotwood lui sauta au cou, tout simplement. Et maintenant, j'arrive au bout de ma tâche. Les chères silhouettes de Betsy Trotwood, de Monsieur Dick, de Peggotty ont disparu de mon horizon, mais une figure reste près de moi, celle d'Agnès. Ô Agnès, ma chère âme, puisse ton cher visage être encore là près de moi, jusqu'à notre dernier sommeil.